Donc, je vais vous présenter le plan suivant. Déjà, reparler un petit peu de physiopathologie de l'œdème cérébral et d'hypertension intracrânienne chez l'enfant, de voir les différentes causes qu'on a chez l'enfant. Et les premiers principes de prise en charge, c'est le contrôle des agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire pour contrôler au niveau métabolique, ionique, ventilation, douleur, pour que cet œdème cérébral et l'hypertension intracrânienne soient la plus modérée possible. On va voir que c'est basé sur un monitorage multimodal avec un principe de test d'autorégulation cérébrale et de voir comment l'enfant se comporte sur ce système-là. Et ensuite, on verra que le traitement étiologique est fondamental. Donc, sur le plan physiopathologique, vous savez qu'on distingue les œdèmes vasogéniques versus cytotoxiques et l'œdème interstitiel qui est responsable d'une hydrocéphalie. Et tout ça, théoriquement, dans un contenant qui est... qui ne peut pas s'étendre et que du coup, si vous avez une augmentation, un saignement du compartiment sanguin, vous allez avoir tout de suite une augmentation de la pression dans le bocal. Et ainsi de suite, si le LCR se dilate, si la résorption du liquide céphalorachidien ne se fait pas bien, vous allez avoir une hydrocéphalie et une HTIC. Donc les particularités pédiatriques qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le cerveau de l'enfant est plus riche en eau que l'adulte, avec une sensibilité à l'œdème cérébral qui est très importante. Dans les traumas crâniens graves, il y a 3 fois plus d'œdème cérébral que chez l'enfant, avec le tableau classique, historique de l'enfant qui parle et qui meurt, qui est bien au départ, puis qui se dégrade et qui est lié à un gonflement cérébral diffus, qui est source au niveau imagerie d'un cerveau tout noir qu'on appelle le Big Black Brain. La myélinisation aussi de l'enfant est encore incomplète, se développe entre 2 et 7 ans de manière importante et du coup on a des lésions caractéristiques chez l'enfant. On a aussi les fontanelles et les sutures jusqu'à 18 mois et une dure-mère qui est plus fixée que l'adulte. Et ces 2 caractéristiques sont très importantes parce qu'on peut penser que les fontanelles étant présentes, on peut tolérer mieux une HTIC, mais en fait non, car la dure-mère est plus fixée au crâne. Et donc, une fontanelle ouverte ne protège pas d'une HTIC aiguë. Par contre, elle peut protéger d'un processus lent subaigu, comme dans les hydrocéphalies néonatales. La compliance cérébrale de l'enfant, elle est plus faible que celle de l'adulte. Ça veut dire que pour une même variation de volume, un saignement, une augmentation du liquide céphalorachidien, vous allez avoir une augmentation de pression intracrânienne plus importante. Et ça, c'est très important de reconnaître cette compliance cérébrale plus faible. Normalement, nous avons un plateau d'autorégulation qui fait que quand la pression de perfusion cérébrale augmente, nous maintenons un même débit sanguin cérébral dans le cerveau pour éviter une hyperémie et inversement, quand la pression baisse, que le débit se maintienne. Et donc ça, c'est par un phénomène de vasoréactivité, dilatation, vasoconstriction, qui nous maintient ce plateau d'autorégulation cérébrale. Donc, vous voyez ici le plateau d'autorégulation cérébrale d'un adulte. Et chez un enfant normal, ce plateau est décalé vers la gauche et plus étroit, du fait de l'âge, du fait de ses caractéristiques tensionnelles et ainsi de suite. Or, dans les traumas, dans 30 à 40% des cas, on a une perte d'autorégulation, dans les méningites aussi d'ailleurs. Et vous voyez bien que si on a une perte d'autorégulation, toute variation de pression de perfusion cérébrale va retentir sur le débit sanguin cérébral, d'où un risque d'ischémie cérébrale et les séquelles. Ce débit sanguin cérébral, il est variable selon l'âge. Et il est très important de prendre en compte cette variabilité avec l'âge, puisqu'un enfant de 5 ans, vous voyez, a le double de débit sanguin cérébral qu'un adulte. Et donc, si vous faites des Dopplers, il faut prendre en compte cette variabilité. Le Doppler, c'est le seul moyen qu'on a actuellement au lit du patient pour évaluer ce débit sanguin cérébral. Alors, sur le plan étiologique, effectivement, on peut distinguer les causes métaboliques et endocriniennes avec le coma acidocétosique, qui, lorsqu'il est traité, peut créer un œdème cérébral, mais quand on suit maintenant les protocoles d'acidocétose, on n'en voit plus, quasiment plus, mais ça existe encore, si on ne respecte pas bien les protocoles. L'hyperammoniémie et l'acidémie organique, j'y reviendrai un petit peu, qui donnent des tableaux d'œdèmes cérébraux très aigus et mortels, l'encéphalopathie hépatique, les hypoglycémies et les hyponatrémies. Au niveau infectieux, on parlera de méningite et méningoencéphalite, un peu moins d'ampienne et d'abcès. Au niveau traumatique, le bébé secoué, les traumatismes crâniens non accidentels et les traumatismes crâniens accidentels. Les causes vasculaires, enfin. Les anoxies, avec tous les mécanismes, arrêt cardiaque, malaise grave, noyade, strangulation ou suffocation. Et les causes tumorales, qui se traitent, elles, un peu différemment.
Pour évaluer l'œdème cérébral, souvent on demande un scanner. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'on attend du scanner. On attend du scanner qu'il nous recherche des signes d'œdème, qui va être disparition des sillons corticaux, dédifférenciation substance blanche, substance grise, compression des ventricules latéraux et disparition des citernes de la base. C'est aussi un outil très utile pour nous rechercher une dilatation des ventricules, une thrombophlébite avec une injection ou des signes d'ischémie d'emblée. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un scanner n'élimine pas une hypertension intracrânienne. Elle peut vous rechercher un œdème ou un abcès, un empyème, mais elle ne vous permet pas de dire s'il est normal, que la pression dans le cerveau est normale. Ça, c'est très important. Les indications, c'est s'il y a des troubles de conscience significatifs, des convulsions, des signes d'HTIC, des signes de localisation. Alors, vous voyez ici un scanner normal, avec des citernes de la base antérieure et postérieure qu'on voit bien, des ventricules visibles et une dédifférenciation substance blanche, substance grise. Inversement, quand vous passez à ce tableau-là, vous avez des citernes effacées en postérieur, une dédifférenciation substance blanche, substance grise et des ventricules fins. Donc là, on peut parler d'œdème cérébral. Ensuite, pour ce plan prise en charge, on a peu de guidelines sur l'œdème cérébral en général. On a des guidelines sur le trauma crânien, qui est une cause majeure d'œdème cérébral, essentiellement. Donc, on a d'une part les guidelines internationaux de 2019 et les recommandations formalisées d'experts, GFRUP, SFAR, SFMU de 2016. Dans les dernières recommandations internationales, on insiste sur le fait qu'il faut agir quand la pression intracrânienne est plus de 20 mm de mercure depuis plus de 5 minutes. Mais aussi, désormais, on peut parler d'hypertension intracrânienne chez un nourrisson de moins d'1 an quand la pression intracrânienne dépasse 15 mm de mercure. Et ça, c'est important parce que ça nous donne le niveau de traitement. Au niveau des anticonvulsivants, le lévétiracétam a pris une place importante dans la prise en charge, alors qu'avant on parlait essentiellement de phénitoïne. Et maintenant on a une équivalence entre les deux, mais une moins grande morbidité avec le lévétiracétam au niveau respiratoire. Ça c'est bien démontré avec des essais randomisés. Et puis il parle dans ses recommandations de traitement de recours quand tout est réfractaire sur les barbituriques, l'hypothermie, l'hyperventilation. J'y reviendrai. Donc la base du traitement de la prise en charge de l'œdème cérébral, c'est un peu la base du traitement de trauma crânien grave. Ce sont le contrôle de ces agressions cérébrales systémiques qui sont très importantes. Toute hypoxie va entraîner des séquelles majeures. Toute hypovolémie ou hypotension va péjorer donc le pronostic. Il est très important donc d'optimiser ces enfants à tout moment de la prise en charge, dans le transport, dès les urgences, jusqu'à la réanimation, en maintenant une saturation supérieure à 94%, en adaptant la pression artérielle moyenne à 55 mm de mercure plus 2 fois l'âge, donc au-dessus des normes. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il est à risque d'hypertension intracrânienne, et comme la pression de perfusion cérébrale, c'est PAM moins pic, et bien si la pic augmente, il faut monter les objectifs de PAM. Donc ça, tout au moment de la prise en charge, tant qu'on n'a pas de monitorage, il faut avoir à l'idée que ces enfants doivent avoir un niveau de pression artérielle moyenne au-dessus de ce qui est quasi normal. Et souvent, ils le font spontanément, les enfants, par un phénomène adaptatif. Il faut une normocapnie, et ça c'est crucial, vraiment crucial. Toute hyperventilation va entraîner une ischémie cérébrale, donc il ne faut pas les hyperventiler. Il faut les ventiler normalement à 35-45 mm de mercure, et donc surveiller ce CO2. Un CO2 expiré, ou CO2 transcutané, ou je ne sais pas, mais il faut monitorer ce CO2. La température également est très importante. On verra qu'il n'y a pas d'intégration d'hypothermie chez l'enfant, on n'est pas chez le nouveau-né, et qu'il faut une normoglycémie et surtout éviter toute hypoglycémie. Le respect de ces guidelines internationaux améliore le pronostic. Si on respecte à plus de 60-80% ces guidelines, vous voyez ici, on a une survie nettement meilleure que quand on respecte à 50% et 30%, 20% ici. Donc, vraiment, ces règles de surveillance et de prise en charge sont vraiment des éléments clés du pronostic et sur la mortalité même. Je vous ai mis ici un peu une vignette que j'utilise dans la prise en charge des TC crâniens infligés graves, parce qu'on oublie souvent ces enfants-là, considérant qu'ils ont une fontanelle et considérant qu'ils n'ont pas d'HTIC aigu, ce qui est faux. Ils ont même plus d'HTIC aigu que les grands. Et donc, il faut les monitorer, même si c'est des petits.
Et donc, il faut les intuber, il faut les conditionner comme des traumas crâniens graves. Ce sont des enfants très graves avec des très mauvais pronostics. Il faut les sédater, les analgésier correctement avec une position de la tête surélevée à 30 degrés, contrôler donc ces axos, CO2, SPO2, PAM, natrémie. La natrémie, c'est aussi un autre élément très important, j'y reviendrai quand je parlerai du sérum salé hypertonique, mais il faut maintenir une natrémie au moins supérieure à 140. Et puis, on va le faire un bilan lésionnel plus complet chez ces enfants-là. Vous le savez qu'il faut regarder aussi le fond d'œil, faire une IRM cérébrale et médulaire, et puis une échographie abdominale. Alors, le sérum salé hypertonique, effectivement, c'est une stratégie pour l'œdème cérébral qui permet, en utilisant du 3%, on fait des posologies de 3 à 5 millilitres kilo en 15-20 minutes. Il a été montré que ça permettait d'avoir une meilleure stabilité hémodynamique que le mannitol et un meilleur effet sur la pression de perfusion cérébrale, notamment quand elle était administrée en infusion continue à 0,1 ml/kH. Autrefois, on disait qu'on pouvait aller jusqu'à 360 d'osmolarité, c'est-à-dire 180 de natrémie, et en fait, à partir de 165 millimoles, on a des ordres hématologiques, respiratoires. Donc, on recommande maintenant de ne pas dépasser 160-165. Cette étude de Ramesh Kumar a comparé justement l'administration des sérums salés hypertoniques à 3% des millilitres kilo, puis en continu, versus du mannitol systématique 20%, 0,5 g/kg par 20 minutes toutes les 4 heures. Eh bien, cette étude a montré que le contrôle de la pression intracrânienne et de la pression de perfusion cérébrale était meilleur dans le groupe qui était traité par un syndrome salé hypertonique. Dans les méningites, nous avons un protocole, une étude chez le lapin, un modèle de méningite bactérienne chez le lapin qui est très intéressant, qui a montré qu'avec le sérum salé hypertonique, vous voyez ici en carré noir, on a une baisse de la pression intracrânienne, mais surtout un maintien de la pression de perfusion cérébrale, alors que si vous utilisez du mannitol, vous baissez certes la pique, mais vous baissez votre perfusion cérébrale. Et dans cette étude, ils ont montré que c'était lié à la régulation des aquaporines qui régulent l'œdème cérébral dans les méningites bactériennes. Sur le plan température, je vous ai dit, pas d'hypothermie systématique. Les études de Jimmy Hitchison et d'Adelson ont montré, par des études randomisées, qu'on avait même une augmentation de la morbidité dans le groupe hypothermique, dans les traumas crâniens graves, donc pas d'hypothermie systématique. Pareil, dans les méningites, il y a une étude adulte qui a montré que ça augmentait la mortalité même de faire de l'hypothermie. Donc vraiment pas d'hypothermie, mais par contre, une normothermie contrôlée. Ça veut dire qu'il faut les monitorer en continu et qu'il faut avoir les outils pour réguler cette température. On peut s'aider de curarisation, on peut s'aider de systèmes pour refroidir l'enfant. Et ceci, même en cas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas chez l'enfant de preuve comme quoi l'hypothermie améliore le pronostic des arrêts cardiaques. Par contre, dans les polytraumas, attention, si on descend trop bas la température, on favorise les saignements. Donc attention dans les polytraumas à ne pas descendre trop bas votre température. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit déjà, c'est de maintenir une pression de perfusion cérébrale et un débit sanguin cérébral correct et une oxygénation cérébrale correcte. Donc il faut connaître cette formule, il faut monitorer vos enfants et se donner des objectifs de pression de perfusion cérébrale, 40 pour les nourrissons, 50 pour les enfants et 60 chez les adolescents. Mais mieux que ces objectifs inférieurs, l'idée c'est d'avoir la pression de perfusion optimale, celle à partir duquel le plateau d'autorégulation fonctionne encore et celle surtout qui protège le cerveau à la fois de l'hyperémie et de l'oligémie. Et pour tester cette autorégulation, on a très peu d'outils, mais une qu'on peut utiliser, c'est de faire varier un peu les débits de noradrénaline et de voir comment la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne varient simultanément. Si elles varient de manière coordonnée ensemble, tous les deux, eh bien, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorégulation. Et là, vous pouvez dire, cet enfant n'autorégule pas. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur son niveau de pression artérielle moyenne. On sait qu'une perte d'autorégulation, c'est à peu près 30% des traumas crâniens graves et des méningites graves, c'est corrélé au mauvais pronostic, et tout le temps passé sans autorégulation, eh bien, péjore le pronostic. Donc on va essayer d'obtenir cette PPC optimale. Alors pour ça, on a quelques outils, mais qui ne sont pas encore... C'est plutôt des outils de recherche actuellement, mais ça va venir, à mon avis, assez rapidement sur des scopes.
le PRX, qui est une corrélation entre la pression artérielle moyenne et la pique, toutes les 5 minutes, et on intègre ça, et on voit que si cet indice il est négatif, on a une autorégulation qui est intacte. Si c'est positif, on a une autorégulation perturbée. Et donc, quand on a ces courbes en U, on peut considérer que la pression optimale, elle est ici, quand on est au bas de la pente. On peut le faire avec un Doppler, il y a des indicateurs avec la vélocité moyenne, mais on peut le faire aussi avec le NIRS. Hein, on peut, avec l'oxygénation frontale, essayer de corréler NIRS et PPC avec le système COX, qui est vendu par Cambridge. Et avec ce système-là, on peut monitorer ce plateau d'autorégulation. Enfin, quand on a essayé toutes ces techniques et que malheureusement, toutes nos techniques ne marchent pas, on peut essayer de dériver du LCR, mais on peut aussi évoquer une craniectomie décompressive. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indication très claire de la craniectomie. Elle se fait quand il y a un gonflement cérébral diffus avec un hématome suddural aigu, par exemple, une HTIC réfractaire, et elle doit être faite assez précocement, elle doit être très large, mais surtout, il faut retenir les contre-indications à cette craniectomie. Ne pas faire de craniectomie à des enfants qui sont moribonds, qui ont eu un arrêt cardiaque, qui étaient en mydriase bilatérale à l'arrivée, Glasgow 3, ou qui avaient un tableau de coma anoxique. Donc je vais finir là par le traitement étiologique. Je pense que ça va être un peu court, mais juste pour vous dire que dans les méningites, on a des mécanismes physiopathologiques bien particuliers qui conduisent à un mécanisme d'œdème cérébral qui est mixte, à la fois un œdème vasogénique, à la fois un œdème cellulaire cytotoxique, et aussi des troubles de la circulation du LCR. Et donc il ne faut jamais oublier ça, que dans les méningiques, vous avez un trouble de la circulation du LCR qui augmente cette hypertension intracrânienne. Et quand vous avez les deux, un œdème cérébral et un trouble de la circulation du LCR, c'est là que vous pouvez avoir un scanner dit normal alors que l'enfant est en HTIC, puisque vous avez à la fois l'œdème et la dilatation des ventricules, donc vous avez un scanner quasiment normal. Et ça, c'est le piège. Donc de plus en plus, comme cette étude adulte, on a tendance à monitorer aussi nos méningites graves. Donc là, c'est une étude suédoise qui a comparé des centres qui monitoraient les méningites à des centres qui ne monitoraient pas. Et ils ont montré qu'il y avait une diminution de mortalité dans le groupe qui était prise en charge avec un monitorage de la pression intracrânienne et un meilleur devenir neurologique également. Et pour ça, ils utilisent un drainage du LCR. Et vraiment, dans les méningites, c'est ce qui permet de sauver beaucoup de vies, c'est le drainage du LCR. Et ici, ils utilisaient le drainage ventriculaire externe. Et le reste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sérum salé hypertomique, le contrôle thermique. Et voilà. Et avec ces techniques-là, ils arrivaient à améliorer le pronostic. En France, on vient de montrer cette étude-là au congrès de réanimation il y a 15 jours, qu'on a fait avec Michael Lévy, donc sur la base de données des méningites bactériennes en France, plus de 500 méningites. Eh bien, on a fait un interrogatoire des centres et on a regardé les centres qui utilisaient le monitorage de la pression intracrânienne et les centres qui ne le monitoraient pas. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a des facteurs associés au mauvais pronostic comme le choc, la cellularité cérébrale, l'hypoglycorachie, mais le fait d'être un centre qui monitore diminuait aussi la mortalité. Et quand on a regardé en analyse multivariée, prenant en compte tous les facteurs de gravité, on retrouvait un odds ratio à 0,42 et on a fait un score de propension et on a retrouvé un même ordre de grandeur de odds ratio. Donc vraiment, une prise en charge dans des centres avec un monitorage et un drainage du LCR, c'est 12% de mortalité versus 23% dans cette étude multicentrique française. Donc voilà notre algorithme. C'est un enfant qui est comateux, fébrile. On fait EMOC, PCR, pas de PL. On met les antibiotiques et la Dexa. On traite leur hypertension intracrânienne avec un support hémodynamique. On les met en normocapnie et normothermie. On fait un scanner cérébral. Si les ventricules sont dilatés, il faut tout de suite leur faire une dérivation ventriculaire externe. Si le scanner est normal, attention, il peut quand même être en HTIC. Donc il faut monitorer. Et s'il persiste une HTIC, se poser la question de la dérivation lombaire, de la dérivation ventriculaire externe éventuelle, voire d'une craniectomie. Dans l'œdème anoxique, pas de monitorage parce que les pronostics sont effroyables. Donc si l'enfant est en vrai coma anoxique avec à l'IRM des lésions d'œdème cytotoxique avec restriction d'ADC, il ne faut surtout pas dériver ces enfants, il ne faut surtout pas les craniectomiser. Malheureusement, les séquelles vont être dramatiques.
Dans l'encéphalopathie hépatique, le problème de l'œdème cérébral est tout autre. Il est lié à un phénomène d'accumulation d'ammonium, mais aussi de glutamine, aussi de modification de règles des acides aminés au niveau cérébral, de l'accumulation de substances benzoïques, et ainsi de suite. Et donc, on a dans ces situations-là plutôt un tableau hyperémique initial, puis une perte d'autorégulation et une ischémie cérébrale qui va apparaître et qu'on peut surveiller au Doppler, parce que le monitorage dans ces indications-là n'est pas indiqué. Et donc, dans ces situations-là, on va utiliser plutôt des techniques d'épuration extrarénale pour essayer de faire baisser ces ammoniémies, et notamment l'hémofiltration, qui est la première intention. On va faire une hémodiafiltration pour essayer de faire baisser le taux d'ammoniémie et essayer de stabiliser l'hémodynamique et les troubles métaboliques. Ensuite, il y a d'autres techniques qui ont été utilisées, comme la dialyse à l'albumine avec le système Mars ou la plasmafiltration avec de l'hémodiafiltration à haut débit associé. Des techniques qui marchent aussi, qui marchent même un peu mieux sur l'encéphalopathie hépatique d'ailleurs, parce que ça élimine des substances benzoïques, ça rééquilibre les acides aminés, contrairement à l'hémofiltration qui ne le fait pas. Mais c'est des techniques qui ne sont pas faciles à appliquer, et donc actuellement, on a deux techniques, l'hémodiafiltration et les échanges plasmatiques. Cette étude chez l'adulte a montré que les échanges plasmatiques à haut volume, dans l'insuffisance hépatique, amélioraient le pronostic. Dans les hyperammoniémies congénitales, métaboliques, eh bien, l'urgence, c'est d'identifier cette hyperammoniémie avec un coma métabolique, donc de mesurer l'ammonium. Si cette ammoniémie ne baisse pas sous épurateur de type benzoate de sodium et apport glycémique élevé, il faut tout de suite mettre en route une hémodialyse pour épurer au mieux cette ammoniémie et la ramener à des taux non dangereux. Sinon, l'enfant va évoluer vers un œdème cérébral et une ischémie cérébrale très rapide. D'autres maladies métaboliques nécessitent une épuration, comme la leucinose, certaines acidémies organiques, avec des critères qui ont été établis. Voilà, donc ce que je voulais vous dire dans les messages clés sur la prise en charge de l'œdème cérébral, c'est que, les enfants sont plus à risque d'œdème cérébral et ont une compliance cérébrale plus faible, donc attention, que la fontanelle ne protège pas d'une HTIC aiguë, et ça c'est très important de le considérer, qu'un scanner normal ne veut pas dire absence d'HTIC, tout dépend du mécanisme de survenue de l'hypertension intracrânienne, de la part de l'œdème cérébral et la part de la circulation du SCR d'autre part. Si l'œdème cérébral est associé à un trouble de la circulation du SCR, le scanner peut paraître normal. Le drainage du LCR va, à ce moment-là, améliorer la situation, mais on ne peut faire ce drainage que si les citernes de la base sont perméables et visibles. On monitore la pression intracrânienne dans toutes ces situations, en dehors des comas anoxiques, pour permettre de guider le traitement, de mesurer la pression de perfusion cérébrale et le débit sanguin cérébral, et diminuer les séquelles neurologiques. Et pour ça, on a besoin d'un contrôle strict des agressions cérébrales systémiques et le respect des recommandations internationales. Voilà, je vous remercie.